Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on est ensemble ce soir pour quelques épisodes de lecture. Je vous propose tout de suite de continuer pour vous la lecture d'une œuvre de Tourgueniev qui s'intitule Père et Fils. L'histoire se passe dans la Russie de la seconde moitié du XIXe siècle. Le récit donc se déroule autour d'un conflit idéologique entre générations. Le roman donc commence en mai 1859 pour être plus précis. Il met en scène un personnage qui s'appelle Nicolas Petrovitch, qui accueille son fils Arkad, lui-même de retour de l'université de Saint-Pétersbourg. Nicolas Petrovitch, qui est quant à lui un petit aristocrate, terrien, propriétaire, veuf, aux idées libérales. Il vit d'ailleurs sans être marié avec Fenechka, qui est l'une de ses paysannes avec qui il a un enfant, donc hors mariage. Et les deux principaux personnages, donc Eugène et Arkad, vont donc quitter la campagne pour la ville. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la connaissance de Anna et de sa sœur Katia. Voilà, donc un véritable chassé-croisé amoureux où le destin de plusieurs personnages se croise et se recroise dans la Russie bourgeoise et aristocrate du milieu du XIXe siècle. Je vous propose tout de suite de continuer pour vous la lecture. Avant cela, n'oubliez pas le principe de nous rejoindre dès à présent si vous en avez envie sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est très très simple, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VVN. Je reprends tout de suite pour vous la lecture. Très belle nuit à toutes et à tous. Une personne exquise, Piaya Sitnikov. Je vous présenterai. Intelligente, riche, veuve. Eudoxie cactée sans interruption. Sitnikov lui donnait la réplique. Ils discutèrent longuement du mariage. Était-ce un préjugé ou un crime? Et les hommes, comment naissaient-ils? Égaux ou non? Et en quoi résidait exactement l'individualité? Finalement, au comble de l'excitation, Eudoxie, toute rouge du vin qu'elle avait bu, se mit à frapper de ses doigts, aux ongles plats, les touches d'un piano désaccordé et à chanter d'une voix enrouée d'abord des romances tziganes, puis la romance de Seymour, chiffre, grenade, rêve, à demi somnolente, tandis que Sitnikov, la tête ceinte d'une écharpe, mimait l'amoureux transi sur les paroles. Et que nos lèvres se confondent dans un long baiser brûlant. Arkad à la fin n'y tint plus. Messieurs, cela commence à ressembler un peu trop à une pétaudière, fit-il observer à voix haute. Bazarov, qui s'était contenté jusque-là de placer de temps à autre un mot goguenard dans la conversation. Il s'intéressait principalement au champagne. Bazarov bâilla bruyamment, se leva, et sans prendre congé de la maîtresse de maison, sortit en compagnie d'Arkad. Sitnikov se leva d'un bond et les rejoignit dans la rue. « Et alors ?» questionnait-il sans relâche, trottant derrière eux et s'efforçant de les aborder par la droite ou par la gauche. « Je vous l'avais bien dit, n'est-ce pas? Quelle personnalité remarquable. Voilà une femme comme nous. Il nous en faudrait davantage. Elle est dans son genre un phénomène d'une rare élévation morale. Et cet établissement que soutient ton père, c'est aussi un phénomène moral ?» dit Bazarov en pointant le doigt vers un cabaret qu'il longeait à cet instant. Sitnikov fit à nouveau entendre son rire sifflant. Il avait grande honte de ses origines et ne savait pas s'il devait se sentir flatté ou humilié par le tutoiement inattendu de Bazarov. Le bal du gouverneur eut lieu quelques jours après. Mathieu Ilitch fut le vrai héros de la fête. Le maréchal de la noblesse déclarait à tout venant que c'était pour lui que cette haute personnalité s'était déplacée. Quant au gouverneur, même au bal, même lorsqu'il restait immobile, il continuait de prendre les dispositions. Chez Mathieu Ilitch, l'affabilité des manières n'avait d'égal que la majesté du maintien. Il fut aimable avec tous, amabilité nuancée de dédain envers les uns, de considération envers les autres. Il se mit en frais pour les dames, en vrai chevalier français, et ne cessa de rire, d'un grand rire sonore et sans écho comme il se doit pour un haut dignitaire.
Il donna une tape dans le dos d'Arcade et l'appela bien haut « Mon cher neveu ». Bazarov, affublé d'un habit d'un autre âge, fut effleuré de haut d'un coup d'œil distrait mais protecteur et honoré d'un grognement indistinct mais courtois, d'où n'émergèrent que 2 mots. Je et ravi. Il tendit un doigt à Sitnikov et lui sourit. La tête déjà tournée d'un autre côté. Madame Kouchkine, elle-même venue au bal sans la moindre crinoline, avec des gants douteux, mais la coiffure surmontée d'un oiseau de paradis. Même Madame Kouchkine eut droit à un enchanté. Les invités étaient venus en foule et les cavaliers ne manquaient pas. Les civils avaient plutôt tendance à se tasser le long des murs, mais les militaires dansaient avec ardeur. L'un d'eux, surtout, qui avait passé 6 semaines à Paris, y avait appris toutes sortes d'exclamations gaillardes, comme par exemple « zut »,« ah »,« fichtre »,« pst »,« mon bibi », etc. Il les prononçait à la perfection, avec un chic tout parisien, ce qui ne l'empêchait pas de dire « si j'aurais » au lieu de « si j'avais », absolument, dans le sens de sans faute, en un mot. Il s'exprimait dans ce parler franco-grand-russien dont les Français se moquent tant. Du moins lorsque nulle considération ne les oblige à nous affirmer que nous parlons leur langue comme des anges. Arcade dansait mal, nous le savons déjà, et Bazarov ne dansait pas du tout. Ils se casèrent tous les deux dans un petit coin où Sitnikov vint les rejoindre. Tout en s'affichant une expression de moquerie méprisante et en lâchant des remarques fielleuses, celui-ci jetait autour de lui les regards effrontés et apparemment se délectait de la fête. Soudain, il changea de visage, se tourna vers Arcade et lui dit avec une sorte d'embarras « Madame Odintsov est là ». Arcade leva les yeux. Une femme de haute taille en robe noire venait de s'arrêter à l'entrée de la salle. Il fut frappé par la dignité de son maintien. Ses bras nus retombaient gracieusement le long de son corps harmonieux. Elle était très belle, avec ses cheveux brillants ornés de légères tiges de fuchsia dans les clochettes, caressaient ses épaules un peu tombantes. Le regard de ses yeux clairs était tranquille et intelligent. Oui, tranquille, non pas rêveur. Son grand front blanc légèrement proéminent, ses lèvres souriaient d'un sourire presque imperceptible. Il émanait de son visage comme une force caressante et douce. « Vous la connaissez » demanda Arcade à Sitnikov. « Intimement. Voulez-vous que je vous présente ?»« Volontiers. » Après ce quadrille. Bazarov remarqua lui aussi Madame Odintsov. « Qui est-ce, ce numéro-là » Elle ne ressemble pas aux autres bonnes femmes. Le quadrille terminé, Sitnikov conduisait Arcade auprès de Madame Odintsov, mais son intimité avec elle se révéla fort relative. Il s'en mêla dans ses phrases, et elle le regarda d'un air quelque peu surpris. Pourtant, la cordialité se peignit sur son visage lorsqu'elle entendit le nom de famille d'Arcade. Lorsqu'elle entendit le nom de famille d'Arcade, elle lui demanda s'il était bien le fils de Nicolas Petrovitch. Précisément. « J'ai vu 2 fois votre père et j'ai beaucoup entendu parler de lui. » Poursuivit-elle, « Je suis très heureuse de faire votre connaissance. » À cet instant, un aide de camp parut tomber du ciel à ses côtés et l'invita à danser un quadrille. Elle accepta. « Vous dansez » l'interrogea respectueusement Arcade. « Oui. Pourquoi pensiez-vous que je ne dansais pas ? Serait-ce parce que je vous semble trop vieille ? Comment pouvez-vous croire cela ? Mais dans ce cas, permettez-moi de vous inviter pour la mazurka. » Madame Odintsov eut un petit sourire intelligent. « Je veux bien, dit-elle, et elle regarda Arcade, sinon de haut, du moins comme une grande sœur mariée aurait regardé son très jeune frère. Madame Odintsov n'était guère plus âgée qu'Arcade, elle avait 29 ans, mais en sa présence, il se sentait redevenir un écolier, un petit étudiant, de rien du tout, comme si leur différence d'âge était beaucoup plus importante. Mathieu Ilitch s'approcha d'elle avec un air majestueux, des paroles flatteuses. Arcade se retira à l'écart, mais continua de l'observer. Il ne la quitta pas des yeux non plus pendant le quadrille. Elle parlait à son danseur aussi librement qu'elle avait parlé aux dignitaires. Elle tournait la tête, les yeux, avec une douceur tranquille. 1 ou 2 fois, elle rit doucement. Elle avait le nez un peu gros, comme presque toutes les femmes russes, et son teint n'était pas absolument parfait. Malgré tout, Arcade conclut, à part soi, qu'il n'avait encore jamais rencontré de personne aussi charmante. Le son de sa voix demeurait
présent à ses oreilles. Les plis même de sa robe semblaient chez elle retomber autrement que chez les autres femmes. Avec plus de grâce, d'ampleur, ses mouvements étaient tout à la fois remarquablement harmonieux et naturels. Arcade n'était pas sans ressentir quelque timidité quant aux premiers accents de la mazurka. Il vint s'asseoir près de sa cavalière, et lorsque le moment fut venu d'engager la conversation, il ne put tout d'abord que se passer la main dans les cheveux, incapable de trouver un mot à dire. Mais sa timidité et son trouble furent de courte durée. Il fut vite gagné par la sérénité de Madame Odintsov. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé qu'il lui parlait sans contrainte de son père, de son oncle, de sa vie à Saint-Pétersbourg et à la campagne. Madame Odintsov l'écoutait avec une sympathie aimable, fermant et ouvrant tour à tour son éventail. Arcade interrompit son bavardage quand des cavaliers venaient l'inviter. Sitnikov en particulier la fit danser 2 fois. Elle revenait, se rasseyait, prenait son éventail, sans même que sa respiration parût accélérée. Arcade se remettait à bavarder, tout pénétré du bonheur de se sentir près d'elle, de lui parler en regardant ses yeux, son beau front, tout son visage charmant, grave, intelligent. De son côté, elle parlait peu, mais ses paroles reflétaient sa connaissance de la vie. Certaines de ses remarques confirmèrent Arcade dans l'idée que cette jeune femme avait déjà une longue expérience du cœur et de l'esprit. « Qui donc était à côté de vous quand M. Sitnikov vous a conduit près de moi ?» lui demanda-t-elle. « Vous l'avez remarqué ?» l'interrogea à son tour Arcade. « N'est-ce pas qu'il a une figure sympathique ? C'est un nommé Bazarov, un de mes camarades. » Arcade se mit à parler de son camarade. Il en parla de manière si détaillée et avec un tel enthousiasme que Madame Odintsov tourna la tête de son côté et le regarda attentivement. Cependant, la mazurka touchait à sa fin. Arcade fut saisi de regret à l'idée de devoir quitter sa cavalière. Il venait de passer un si bon moment avec elle, presque 1 heure. Certes, pendant tout ce temps, il avait eu le sentiment permanent qu'elle lui montrait une sorte d'indulgence, qu'il était pour ainsi dire en situation d'obligé devant elle, mais les cœurs des jeunes gens ne trouvent pas ce sentiment pénible. La musique s'arrêta. « Merci, » dit Odintsov en se levant. « Vous m'avez promis de me rendre visite. Amenez donc avec vous votre camarade. Cela m'intéressera beaucoup de voir un homme qui a l'audace de ne croire à rien. » Le gouverneur s'approcha de Madame Odintsov, lui annonça que le souper était servi et lui offrit son bras, le front soucieux. En s'éloignant, elle se retourna pour adresser à Arcade un dernier sourire et un dernier signe de tête. Il s'inclina très bas, la suivit des yeux, comme sa silhouette lui parut harmonieuse dans l'éclat un peu gris de ce flot de soie noire, et pensa « En ce moment même, elle a déjà oublié mon existence », ce qui lui procura un sentiment délicat et subtil de résignation. « Et alors ?» demanda Bazarov à Arcade, dès que ce dernier lui rejoint dans leur petit coin. « Tu t'es bien abusé ?» Un monsieur, là, me disait à l'instant que cette dame était olé olé. Un monsieur qui a l'air d'être un imbécile d'ailleurs. Et toi, qu'en penses-tu? Est-elle effectivement olé olé? Je ne comprends pas très bien cette définition, répondit Arcade. Allons bon, voyons un peu l'innocent. Dans ce cas, c'est ton monsieur que je ne comprends pas. Madame Odintsov est tout à fait charmante. C'est indiscutable. Mais son maintien est si froid et si sévère que... Oh, tu sais, les eaux dormantes. Elle est froide, dis-tu. La froideur même a son piquant. Tu aimes les glaces, non? Peut-être, marmonna Arcade. Je suis mauvaise. Je suis mauvais juge en la matière. Elle souhaite faire ta connaissance et m'a demandé de te conduire chez elle. Je vois d'ici le portrait que tu as tracé de moi. D'ailleurs, tu as bien fait. Emmène-moi. Quelle qu'elle soit, simple lionne de province ou émancipée à la Kouchkine, toujours est-il qu'elle a des épaules comme je n'en ai pas vu depuis très longtemps. Le cynisme de Bazarov choqua Arcade. Mais comme cela se produit souvent, il n'exprima pas à son camarade le vrai grief qu'il avait contre lui. « Pourquoi ne veux-tu pas tolérer la liberté de penser chez les femmes ?» dit-il à mi-voix. « Mon vieux,
parce que, d'après mes observations, les seules femmes qui pensent librement sont des horreurs. » Leur conversation s'arrêta là. Les deux jeunes gens s'en allèrent aussitôt après le souper. Madame Kouchkine salua leur départ d'un éclat de rire nerveux et malveillant, non exempt toutefois de révérence craintive. Elle avait été profondément blessée dans son amour-propre de ce que ni l'un ni l'autre n'eût fait attention à elle. Elle fut la dernière à quitter le bal. À 4 heures du matin, elle dansa une polka mazurka avec Sitnikov à la parisienne. Ce fut par ce spectacle édifiant que se termina la fête du gouverneur. Chapitre 15. Voyons un peu à quel ordre des mammifères appartient la dame en question. Ainsi parlait Bazarov le lendemain, tout en gravissant en compagnie d'Arcade l'escalier de l'hôtel où était descendue Madame Odintsov. « Je flaire du vilain là-dessous. »« Tu m'étonnes, vraiment, » s'écria Arcade. « Comment ? Toi, Bazarov, voilà que tu défends cette morale étroite que... » « Ce que tu es drôle, » l'interrompit négligemment Bazarov. « Tu ne sais donc pas que dans notre jargon, et pour les gens de notre bord, vilain veut dire bon. C'est tout gain, comprends-tu ? Ne me disais-tu pas toi-même à l'instant qu'elle s'était mariée bizarrement, quoique, à mon avis, il n'y a absolument rien de bizarre dans le fait d'épouser un vieux Richard. C'est faire preuve de bon sens, au contraire. Je ne crois pas aux racontards de la ville. Mais j'aime à penser, pour parler comme notre fin lettré de gouverneur, qu'ils ne sont pas sans fondement. » Arcade ne répondit rien, frappa à la porte de l'appartement. Un jeune domestique en livrée introduisit les deux amis dans une grande pièce vilainement meublée, comme toutes les chambres d'hôtel en Russie, mais garnie de fleurs. Bientôt, Madame Odintsov parut en personne, dans une toilette du matin toute simple. Elle paraissait encore plus jeune à la lumière du soleil printanier. Arcade lui présenta Bazarov. Il constata avec un secret étonnement qu'il paraissait intimidé, alors que Madame Odintsov conservait la même tranquillité que la veille. Bazarov était conscient d'être intimidé, et cela l'agaça. « Allons bon, tu as peur d'une bonne femme maintenant, » pensa-t-il. Et s'étant affalé dans un fauteuil d'une manière qui n'avait rien à envier à Sitnikov, il adopta d'un ton exagérément désinvolte, tandis que Madame Odintsov l'observait sans désemparer, de son regard limpide. Anne Sergueïevna Odintsov était la fille de Serge Nikolaïevitch Loktiev, fort bel homme, affairiste et joueur réputé, qui, après s'être maintenu à flot et avoir fait beaucoup de bruit pendant une quinzaine d'années à Saint-Pétersbourg et à Moscou, finit par perdre au jeu toute sa fortune et fut contraint d'aller s'installer à la campagne où il mourut d'ailleurs bientôt, laissant des revenus infimes à ses deux filles, Anne, qui avait alors 20 ans, et Catherine, qui en avait 12. Leur mère, descendante d'une famille noble des Cavés, les princes Caches, était morte à Saint-Pétersbourg du temps de la splendeur de son mari. Après la mort de son père, Anne se trouva dans une situation pénible. L'éducation brillante qu'elle avait reçue à Saint-Pétersbourg ne l'avait guère préparée à assumer les soucis de la propriété et du ménage, à mener une vie terne dans une campagne perdue. Elle ne connaissait pas une âme à la ronde et n'avait personne à qui demander conseil. Son père s'était ingénié à éviter toute relation de voisinage. Il méprisait ses voisins, ceux-ci le méprisaient aussi, pour des raisons différentes, de part et d'autre. Anne, pourtant, ne perdit pas la tête et écrivit immédiatement à une sœur de sa mère, la princesse Avdotia Stepanovna, de venir vivre auprès d'elle. C'était une vieille femme, méchante, arrogante, qui, à peine installée dans la maison de sa nièce, s'y réserva les plus belles pièces. Elle grognait et bougonnait du matin au soir et ne se promenait jamais, fût-ce dans le jardin, sans se faire escorter de son unique serf, un laquais maussade en livrée verte à galons bleus usé jusqu'à la corde et coiffé d'un tricorne. C'est la fin pour cet épisode, mais je vous retrouve très prochainement pour la suite de Père et Fils de Tourgueniev. D'ici là, on vous invite dès à présent à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper tout simplement #VBN. Mais pour l'heure, eh bien, je vous souhaite une très très belle soirée ou une très belle nuit également sur C8. À bientôt.